Ce soir à l'émission, Québec annonce des investissements en transport dans la région. On se souvient d'avoir un projet avec le privé pour pouvoir déplacer ces gens. Et on se retrouve au cœur du powwow à Kanesatake. Our community coming together, sharing our culture with people from the outside. En entrevue, je reçois le maire de Mirabel, François Bélanger, qui nous parle de son intérêt pour les Jeux d'hiver du Canada en 2031. C'est une richesse pour nous autres d'aller de l'avant dans ce dossier-là puis de réussir à atteindre notre objectif, c'est d'avoir les Jeux du Canada en 2031. Je m'entretiens également avec la députée des Plaines, Lucie Lecourt, à propos du remaniement ministériel au sein du gouvernement Legault. C'est important de pouvoir aussi avoir du sang neuf, mais également avoir des nouvelles idées. Enfin, Caroline Dionne fait le point sur les négociations entre le gouvernement du Québec et les médecins. Pour la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le dépôt du projet de loi 106 en mai dernier a été fait, selon eux, sans négociation ou consultation. Bienvenue à Accès local. Mardi 16 septembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet pour une nouvelle saison d'Accès local. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors dans les dernières semaines, on a assisté à quelques annonces gouvernementales touchant le secteur des transports dans les Basses-Laurentides. On va faire un petit tour d'horizon. Oui Claude, alors on commence à Saint-Eustache où le 28 août dernier, les ministres Catherine Champagne-Jourdain et Benoît Charette ont annoncé un investissement d'1 million de dollars pour la compagnie Novabus. Au moment de l'annonce, Mme Champagne-Jourdain et M. Charette occupaient respectivement les postes de ministre de l'Emploi et ministre de l'Environnement. Donc, depuis le remaniement ministériel, on sait que Mme Jourdain est passée à la famille et M. Charette aux infrastructures. Voilà. Et on investit dans quoi exactement? Pour la formation d'une main-d'œuvre inexpérimentée. Avec cette somme, Novabus pourra embaucher 300 nouveaux employés qui suivront une formation de 3 mois au sein de l'entreprise. On peut écouter à ce propos Mme Champagne-Jourdain. On vient soutenir la formation d'entreprise parce qu'on ouvre des postes et il y a nécessairement des gens qui ne seront peut-être pas qualifiés pour ces postes-là, mais qui auront la chance d'être formés en entreprise sur la ligne d'assemblage. Mais l'année dernière, Clara, Novabus avait quand même annoncé l'abolition de 125 postes dans son usine de Saint-Eustache. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Oui, Claude, alors on parlait lors de la suppression de ces postes l'année dernière d'un grand besoin de restructuration. Eh bien, il faut croire que cette opération a bien fonctionné. On peut écouter à ce sujet Paul Lehouillier, président chez Novabus. À la sortie du COVID, on a eu beaucoup plus de problèmes de fournisseurs. On avait beaucoup de difficultés à compléter les autobus. Le matériel n'était pas disponible. Donc, il fallait se restructurer. Mais là, la chaîne de fournisseurs est revenue en marche. Et donc, ça se passe bien. On a des commandes. Le carnet de commandes serait justement plein pour les 2 prochaines années et demie, selon l'entreprise Novabus, qui est une filière de Volvo, devra notamment livrer 1230 autobus électriques à 9 sociétés de transport québécoises d'ici 2027. Pour M. Charette, la présence de la compagnie en sol bas-laurentien est une fierté. On peut l'écouter. Le fait d'avoir une entreprise de ce calibre-là dans les Laurentides, pour nous, c'est un employeur de choix. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'usine. Juste ici, il y a plus de 1000 employés. Plusieurs habitent soit Saint-Eustache, soit Deux-Montagnes, soit les Basses-Laurentides. Et voir qu'il y a une pérennité, qu'il y a des possibilités de croissance, des embauches supplémentaires, on peut juste s'en réjouir. Autre annonce, cette fois, qui concerne la région de Mirabel. Oui, Claude, c'est une annonce qui a été faite le 4 septembre dernier par l'ancienne ministre des Transports et actuelle ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault. C'est la pérennisation jusqu'en 2028 de la navette EXO qui fait le trajet entre la station Montmorency à Laval et l'aérocité de Mirabel qui a été annoncée. C'est un projet de pilote qui avait vu le jour l'année dernière et qui transporte gratuitement 300 employés du pôle aéronautique de Mirabel par jour aux heures de pointe. On parle de quel montant? 2,66 millions de dollars. La moitié vient du gouvernement provincial et l'autre moitié du secteur privé, dans ce cas-ci des entreprises comme Aéroport de Montréal et Safran notamment, qui emploient une partie des 8000 personnes travaillant à l'aérocité. Ce montant fait partie de l'enveloppe de 12,3 millions de dollars réservée au réseau de transport de la Couronne-Nord que Mme Guilbeault avait annoncé en décembre dernier. L'objectif est de créer de nouveaux projets innovants en utilisant les fonds du gouvernement pour stimuler le secteur privé. C'est donc le premier projet annoncé dans le cadre de cette enveloppe de 12,3 millions
millions de dollars. C'est feu Patrick Charbonneau, ancien maire de Mirabel, qui avait eu l'idée de cette navette. Madame Guilbeault en a donc profité pour lui rendre hommage lors de la conférence de presse. C'était un maire extrêmement dynamique, visionnaire, et c'est lui qui avait eu cette idée-là au départ. On se souvient d'avoir un projet avec le privé pour pouvoir déplacer ces gens, pour pouvoir organiser un système de transport qui allait répondre aux besoins de ses citoyens. Clara, il y a une autre annonce toujours liée au transport qui a eu lieu à Saint-Jérôme. Oui, après une dizaine d'années de discussions, la ville de Saint-Jérôme avec le gouvernement du Québec a obtenu une entente avec la compagnie Chemin de fer Québec-Gatineau pour louer pendant 60 ans une emprise ferroviaire, donc une bande de terrain servant à l'exploitation d'une voie ferrée. Cette emprise sera reconvertie en piste multifonctionnelle de 8 km pour les piétons et les cyclistes et vise à favoriser le transport actif dans la capitale régionale. On peut le voir sur la carte, elle reliera différents secteurs de la ville, les quartiers plus industriels aux zones résidentielles et au centre-ville et sera à proximité du parc linéaire du Petit Train du Nord. Elle comprend même un passage sécuritaire sous l'autoroute 15. On vise le début des travaux d'aménagement pour 2026. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du Power à Kanesatake. À plus tard, Claude. L'école primaire Val-des-Monts à Prévost a été détruite à la suite d'un incendie majeur survenu le vendredi 12 septembre en soirée. Plus de 80 pompiers provenant de 10 services de sécurité incendie, dont celui de Blainville, ont combattu les flammes. L'incendie n'a fait heureusement aucun blessé. Selon Patrice Brunel, directeur du service de sécurité incendie de Saint-Jérôme, il se pourrait que le brasier ait été provoqué par un trouble de nature électrique, écartant du même coup la possibilité d'un acte criminel. Près de 400 écoliers devront être transférés. Paul Germain, maire de Prévost, espère pouvoir mettre sur pied une école modulaire en attendant la reconstruction. La ville de Mirabel annonce le renouvellement du service de la carte musée intitulée « À Mirabel, on aime la culture ». Cette carte donne accès gratuitement à 6 musées durant la période d'emprunt d'1 mois, soit les musées d'art contemporain de Montréal, le musée Redpath, le musée de l'Holocauste Montréal, l'écomusée du Fier-Monde, le Cosmodome, l'espace muséal du manoir Globensky et le moulin Légaré. Le projet s'inscrit dans le désir du service de la bibliothèque de promouvoir le patrimoine culturel et les connaissances scientifiques auprès de sa population. La ville de Mirabel a fait connaître son intérêt pour accueillir les Jeux d'hiver du Canada en 2031, un événement majeur qui nécessite des ressources humaines, financières et techniques de même ampleur. J'en discute avec François Bélanger, qui est maire de Mirabel. Monsieur Bélanger, bonsoir. Bon, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Monsieur le maire, on est au tout début là, de l'aventure. On est aussi à quelques semaines du dépôt officiel de la candidature de Mirabel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Est-ce que à cette étape-là, étant donné qu'on n'est pas tout seul dans la course, on doit déjà démontrer quelque chose? Bien, je pense surtout qu'on doit se préparer rapidement, parce que c'est quand même un processus qui est très rapide. Non, on ne se prépare pas tout seul, mais on part tout égal. En octobre 2025, on va déposer notre candidature. Mais déjà, on a déjà quand même engagé une personne pour faire l'étude des différents sites sportifs et non sportifs de Mirabel et de la grande région des Laurentides pour nous préparer aux prochaines étapes qui vont suivre par la suite. D'accord. Bon, il y a un comité de candidature qui est en formation, qui est déjà formé, en tout cas qui est co-présidé, si on le sait, par Jocelyn Thibault, ancien gardien de but de la Ligue nationale, notamment des Canadiens de Montréal, et François Quentin, qui est ex-maire de Blainville et fondateur du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides. Qu'est-ce que l'un et l'autre peut apporter dans un dossier comme celui-là? Pour M. Thibault, c'est vraiment intéressant parce qu'il a travaillé déjà sur les Jeux du Canada en 2013, je crois bien, quand Sherbrooke a eu les Jeux du Canada. Alors, déjà, il y avait quand même quelqu'un qui a une expérience, je dirais, de terrain. Puis pour M. Quentin, évidemment, c'est quand même une personnalité connue dans la région, comme maire, mais aussi comme qui s'est impliqué dans la fondation, qui était, je crois, si je me souviens bien, le fondateur de cette fondation pour aider la jeunesse sportive. Alors, je pense que c'est des bons leaders. Le but, c'est ça, c'est d'avoir des leaders qui vont être nos ambassadeurs dans ce dossier-là. Là, c'est déjà acquis là, que les Jeux vont se tenir au Québec. On sait déjà que la ville de Saguenay vous fait compétition. C'est une bonne chose, ça, quand on monte un dossier comme celui-là, de savoir qu'à tout moment, il faut faire mieux que l'autre? C'est pas faire mieux que l'autre, c'est de montrer, en fin de compte,
qu'est-ce que nous, on est capable de faire. Ouais. Et c'est ça notre travail, en fin de compte. Chaque ville va présenter son dossier. Nous, on croit que notre dossier va être vraiment intéressant. Alors, on va de l'avant. Puis, c'est une richesse pour nous autres d'aller de l'avant dans ce dossier-là, puis de réussir à atteindre notre objectif, c'est d'avoir les Jeux du Canada en 2031. La ville de Blainville va accueillir la finale des Jeux du Québec, ça, fin février, début mars 2026. C'est un atout, ça, dans votre jeu, Monsieur le maire? Tout à fait. Oui. C'est très inspirant. J'en parlais avec la mairesse, Lisa Poulain, puis on était d'accord, tu sais. Elle qui fait les Jeux du Québec en 2026, ces jeunes enfants-là qui vont être justement aux Jeux du Québec, bien, la suite logique, c'est les Jeux du Canada dans 5 ans plus tard. Là. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment motivant. Vous l'avez dit sur plusieurs tribunes, obtenir des jeux de cette envergure-là, ça amène toutes sortes de retombées positives, tant sur l'économie que le développement des infrastructures. Quelles seraient-elles concrètement, ces retombées-là? Bien, évidemment, on parle de retombées autour de 100 millions de dollars pour la région. Les retombées, évidemment, c'est le legs qu'on va laisser. Il faut comprendre que nos infrastructures, on a des très belles infrastructures, mais on peut toujours les améliorer, les amener à un niveau qui va permettre d'avoir des événements nationaux. Alors, c'est de voir toutes ces infrastructures-là, les bonifier s'il le faut, en construire des nouvelles s'il le faut aussi pour répondre à tout ça. Ouais. C'est aussi créer un leg pour notre jeunesse sportive de la région. Alors, tout ça, c'est important. Et finalement, c'est aussi une concertation régionale. Je pense que c'est important. C'est Mirabel et la région des Laurentides. Alors, c'est la concertation aussi qu'on va développer dans les Laurentides par un projet semblable, un projet phare. Votre prédécesseur, Patrick Charbonneau, portait ce dossier-là à cœur avant de mourir subitement là, en juillet dernier. Ouais. On sait que vous avez pris le relais par amitié pour lui rendre hommage aussi. On sait aussi que vous ne solliciterez pas un autre mandat, pas plus à la mairie qu'à la table du conseil. J'imagine que vous allez quand même suivre l'évolution du dossier. C'est certain. C'est certain que je vais continuer. Activement ou à distance? Comme bénévole. Oui. Je vais être le meilleur bénévole pour ce dossier-là. C'est un dossier que je vais continuer. Et dans un même souffle aussi avec les Jeux du Québec qui s'en viennent à Blainville, moi et ma conjointe, qu'on prenait notre retraite, on va être des bénévoles pour les Jeux du Québec à Blainville pour nous faire la main, pour pouvoir continuer en 2031. Un peu plus vieux, mais toujours en forme, je l'espère, pour pouvoir continuer dans ce projet-là. Bon, on vous souhaite la meilleure des chances. François Bélanger, maire de Mirabel. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, merci beaucoup. La ville de Rosemère rappelle à la population l'importance de se protéger contre les moustiques qui peuvent transmettre le virus du Nil occidental aux humains et aux animaux. Les résultats des échantillonnages effectués à la fin du mois d'août ont démontré la présence du virus dans la municipalité. La probabilité de contracter cette maladie ou de développer des complications demeure très faible au Canada. Il est possible de se protéger des piqûres en portant des vêtements longs et de couleur claire, en demeurant vigilant dans les endroits ombragés et humides, en utilisant un chasse-moustique, en installant des moustiquaires sur les fenêtres et en couvrant de filets moustiquaires les poussettes et les parcs pour enfants à l'extérieur. Le 8 septembre dernier, la ville de Sainte-Thérèse a honoré 16 jeunes thérésiennes et thérésiens en leur remettant une bourse de soutien à l'artiste et à l'athlète lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel de ville. Parmi les récipiendaires, on dénombrait 15 athlètes et une artiste en art visuel. Ces jeunes, a-t-on souligné, représentent la ville, tant sur les scènes locales que sur les plateformes régionales, provinciales et nationales. C'est le moment de la chronique Santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Et bon retour à l'émission. On va parler d'espèce de climat très difficile en ce moment entre les médecins et le gouvernement du Québec. Tout ça a débuté au mois d'août 2024. Les partis sont en négociation depuis ce temps-là pour le renouvellement de l'accord cadre. Ça, c'est l'entente qui régit les conditions de travail des médecins. Il y a plusieurs points en discorde, dont le fameux projet de loi 106.
Vendredi dernier, les médecins omnipraticiens ont intenté un recours en justice, demandent l'arbitrage. Les médecins spécialistes, de leur côté, ont arrêté d'enseigner aux étudiants en médecine. Ils ont cessé toutes les activités médico-administratives. Ils ne participent plus à divers comités depuis lundi. Depuis hier, oui. Depuis hier, c'est ça, depuis hier. Comment on en est arrivé là? Bien, en fait, pour la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le dépôt du projet de loi 106 en mai dernier a été fait, selon eux, sans négociation ou consultation, et ça témoigne de la mauvaise foi du gouvernement. Je vous rappelle, c'est quoi le projet de loi 106? Dans le fond, c'est un projet de loi qui vise à améliorer l'accès aux soins médicaux pour la population québécoise. On veut aussi introduire la notion de responsabilité collective et d'imputabilité des médecins face aux résultats du système de santé. Et le projet de loi prévoit, entre autres, lier jusqu'à 25 % de la rémunération des médecins à l'atteinte d'indicateurs de performance. Et selon la FMOQ, c'est illégal et inconstitutionnel. Autre signe de mauvaise foi, selon la Fédération, ils ont déposé 2 propositions à la table de négociation et ils n'ont jamais eu de réponse. Et les médecins de famille n'ont pas encore décidé quels moyens de pression ils vont utiliser, mettre en œuvre éventuellement. Donc ça, c'est à surveiller. Du côté de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ils avaient espoir de s'entendre avec le gouvernement. Ils disaient que ça allait bien cet été, mais ils ont déchanté quand le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré en août dernier qu'il n'allait pas changer d'idée sur le projet de loi 106. Et donc, quand le gouvernement a déposé sa dernière offre la semaine dernière, bien évidemment, ça prévoyait qu'il y avait toujours un pourcentage de la rémunération qui était lié à l'atteinte de cibles de performance. Et ça, la FMSQ n'en veut pas. Ça passe mal. Oui, exactement. Ils veulent rien savoir de ça. Et ils vont maintenir les moyens de pression jusqu'à ce qu'il y ait une entente de principe. Et il va y avoir même un crescendo selon la réaction du gouvernement. Et justement, quelles sont les réactions à Québec par rapport à tout ça? Alors, on dit prendre acte de la décision de la FMOQ de se tourner vers les tribunaux. On dit que les changements proposés dans le projet de loi 106 sont nécessaires pour changer le mode de rémunération des médecins. L'objectif, c'est que chaque Québécois ait accès à un médecin de famille quand il en a besoin. Et on ajoute que on est disponible toujours pour négocier. On est préoccupé par cette nouvelle ronde de moyens de pression. On dit que s'attaquer maintenant aux étudiants et potentiellement aux patients dans l'objectif d'obtenir davantage, c'est inacceptable. On doit négocier aux tables de négociation. Le Collège des médecins dit qu'il est inquiet. Quel impact ça va avoir, dans le fond, sur les patients et l'accès aux soins? Et du côté des universités aussi, on est inquiet. Parce que c'est quand même 4000 étudiants en médecine qui sont touchés. Alors, peut-être que ça va avoir un impact sur la diplomation également. Donc, les seuls qui sont épargnés, ce sont les résidents en médecine. Et donc, voilà, c'est ce qu'on en est là maintenant. Et quelle est la situation actuelle concernant l'accès à la première ligne? Pour le moment, selon des données de l'Institut de la statistique du Québec qui ont été dévoilées en juillet, les Québécois sont de moins en moins nombreux à avoir un médecin de famille. Donc, en 2024, 72 % de la population était prise en charge par un omnipraticien comparativement à 82 % en 2019. Un bon recul, quand même. Oui, quand même. On explique ça parce que, bon, il y a eu un départ à la retraite de médecins. On a aussi les nouveaux médecins qui inscrivent moins de patients parce qu'ils doivent consacrer du temps à d'autres milieux. Voilà. Il y a aussi le vieillissement de la population qui ajoute une pression sur les médecins de famille. Les gens sont plus malades, ont plus de maladies chroniques, donc reviennent consulter plus souvent. Donc, les médecins prennent en charge moins de patients. Le gouvernement veut que d'ici l'été prochain, toute la population québécoise soit inscrite à un milieu de soins, groupe de médecins de famille, CLSC, et ait un professionnel de référence, un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée. On manque de professionnels, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même eu une augmentation des cohortes dans les différentes facultés de médecine. C'est une bonne nouvelle. Oui. Au printemps dernier, il y a 484 futurs médecins de famille qui ont commencé leur résidence à travers la province. Et c'est un nombre record d'étudiants comme ça qui ont choisi la médecine de famille. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même de ce côté-là. Ben voilà, donc dossier à suivre, Caroline Dionne. Merci beaucoup. Absolument, merci.
La coalition Avenir Québec vit des heures tourmentées par les temps qui courent et le premier ministre François Legault mise sur un remaniement ministériel annoncé le jeudi 11 septembre dernier pour éventuellement renverser la vapeur. La députée des Plaines, Lucie Lecourt, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Madame Lecourt. Bonsoir. Bon, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Les élections sont prévues le 5 octobre 2026, donc dans un an. En ce moment, selon les sondages, la CAQ n'obtiendrait aucun siège. C'est quand même assez exceptionnel. François Legault est à ce jour le premier ministre le plus impopulaire de la Fédération canadienne. Alors, pensez-vous que ce remaniement-là va permettre à votre gouvernement de se remettre vraiment sur les rails? Je pense que le remaniement était important à faire. Ça, on l'a tous dit, on était d'accord avec ça. Le premier ministre l'avait déjà annoncé même à la fin de la session dernière. Alors, on avait hâte de voir quelles allaient être les nouvelles figures aussi, parce que des nouvelles figures, mais qui allaient prendre également tel ou tel portefeuille, parce que c'est important de pouvoir aussi avoir du sang neuf, mais également avoir des nouvelles idées. Oui. Alors, quels sont les changements là, qui ont été apportés au Conseil des ministres qui vous semblent les plus significatifs? Bien, on l'a vu aux affaires municipales, dans le type de circonscription que j'ai le bonheur et la joie de représenter, mes interventions sont souvent au niveau des affaires municipales, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement. Donc, on a des nouveaux visages et des visages qui ont changé là, d'affectation, de mandat au cours justement du remaniement. Alors moi, j'ai bien hâte de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Et dans quel dossier particulièrement, par exemple, pour votre circonscription? Bien, un des beaux dossiers qui est à toute fin pratique terminé, mais il reste encore un peu à faire, c'est tout l'élargissement et le réaménagement de la route 335 à Sainte-Anne-des-Plaines, donc avec le ministère des Transports. Donc, on est à finaliser le tout. On travaille beaucoup, par contre, avec la direction régionale, parce qu'il faut comprendre qu'un député, lorsqu'il doit travailler en lien direct avec le cabinet, c'est pour faire comme on dirait là, dans notre langage, débloquer les dossiers parce qu'il va y avoir un peu d'administratif, un peu il manque un petit peu d'huile dans l'engrenage. D'ailleurs, on veut s'attaquer encore davantage à l'efficacité de l'État puis à la bureaucratie. Donc ça, c'est cher à mon cœur parce qu'on en parlait déjà lors du dernier mandat. On a fait... Faut pas oublier que le dernier mandat, on avait la pandémie aussi. Je sais qu'on dit souvent que la pandémie a le dos large, là, mais il y a eu des répercussions encore dans les années qui ont suivi. Parce que vous étiez le gouvernement qui devait réduire la taille de l'État et la taille de l'État a augmenté, là. Mais n'oublions pas qu'on a ajouté des préposés aux bénéficiaires. On a ajouté des enseignants. Donc, oui, parce que ça fait partie de l'État, ce sont des employés de l'État. Donc, quand on dit on a agrandi l'État, c'est pas avec des fonctionnaires comme on est habitué de voir le type d'emploi, mais on l'agrandit aussi avec des préposés. À l'Agence santé, il y en a quelques-uns quand même, des fonctionnaires qui se sont ajoutés. Sur la question de la parité homme-femme au nouveau Conseil des ministres, il y a quand même un recul, là. On est passé de 15 hommes, 14 femmes à 17 hommes, 12 femmes. Vous êtes sûrement pas insensible à ça. Non, je suis pas insensible. Je mettrai pas ma tête dans le sable. C'est un fait que j'ai également relevé. C'est la prérogative de notre chef, de notre premier ministre aussi, qui a fait des choix judicieux, je pense, en ajoutant des nouveaux visages, comme je vous disais d'entrée de jeu, au Conseil des ministres, des gens qui ont travaillé fort. On travaille tous fort, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens aussi qui ont des aspirations. Moi, j'ai été ministre aussi dans le dernier mandat. J'ai été ministre, j'ai été adjoint parlementaire. Aujourd'hui, je suis présidente de commission, un rôle que j'affectionne énormément parce que c'est la commission des relations avec les citoyens. Donc, c'est vraiment proche des gens avec des projets de loi qui sont déposés, famille, et là, on va entendre aussi les seuils d'immigration, qui est très, très important, un dossier que je tiens solidement parce que ça affecte... Pas ça affecte, je pense que le mot est mal choisi, mais il y a une corrélation avec l'ensemble de la population. Est-ce que ce nouveau Conseil des ministres aura vraiment le temps de se familiariser avec ces dossiers avant que la machine électorale soit lancée, là, parce que ça s'en vient, là? Oui, la question est très bonne parce que ça laisse à peine quelques mois. C'est pour ça qu'il y a eu des ajouts au Conseil des ministres, des nouveaux visages, comme on dit, mais que le gros, je vous dirais, des ministres
sont en place. Santé, on l'a dit, c'était un secret de polichinelle. M. Dubé devait rester à la santé parce que solutionner cet enjeu-là est drôlement important. Alors, on s'y est attaqué de front. On va continuer à travailler ensemble. Puis, il y a un ministre, mais il y a tous les députés aussi qui sont derrière eux, ces ministres-là. Donc, on va continuer à travailler. Donc, je vous dirais, les ministères les plus affectés par l'ensemble des défis que nous avons sont en place. Les autres, il y a eu un changement de chaise, mais c'est quand même des gens qui sont là depuis plusieurs années dans un siège tel quel. Donc, de reprendre les dossiers, oui, je dirais que c'est rapide, mais je pense que je leur fais confiance, puis ils vont faire le travail avec nous. On a été obligé d'arrêter, mais en un mot. Oui. François Legault a toujours la pleine et entière confiance de son caucus? Oui. Vous serez là aux prochaines élections? Écoutez, un an, c'est très long en politique. Oui. Moi, j'y vais, là, je vous dirais, un mois à la fois. On a des bons dossiers. Moi, j'en ai des bons dans ma circonscription. On va analyser tout ça. Ça va faire 8 ans. Fait que moi, je vais faire aussi mon propre exercice. Parfait. Mais je suis vraiment pas là en ce moment. Moi, je veux aider mes citoyens. Je vais vous souhaiter une bonne session à ce moment-là. Lucie Lecourt, députée des Plaines, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. On est de retour avec Clara Matéjonet. La fin du mois d'août, ça annonce toujours le powwow qui se tient à Kanesatake avec la communauté Mohawk de la région. Vous étiez sur place pour l'occasion, Clara. Oui, Claude, ça se déroulait donc le 30 et 31 août dernier sur le site traditionnel du powwow de Kanesatake. Je vous laisse découvrir ça ce soir dans notre reportage. It's a time for the community to come together to share our cultures, different cultures across Canada or the United States, you know, like all Indigenous peoples. And it's a time to get together. Also, people make money for a living. You know, a lot of people are artists, bead workers. There's a lot of people far away. I know some of them came from PEI. So yeah, that's pretty far. Nous, on est une ferme en permaculture biologique à Hemingford. On est spécialisé en plantes médicinales. On est aussi semencier, on cultive des semences ancestrales, puis on fabrique nos extraits à partir de notre agriculture pour fabriquer nos produits. I'm just selling a variety of crafts, earrings, stickers, you know, some sage and some rings, jewelry, you know, just in a raffle. You know, I do a raffle every year. I come ever since we started the powwow. I think it was in 91, 92 we started. I've been coming ever since, but the past few years I've had my own booth. What do you like the most about being here at the powwow? Just everybody coming together. You know, our community coming together, you know, sharing our culture with people from the outside, you know, and just enjoying ourselves, yeah, and listening to our music and, you know, just being together. It's great. There's intertribal, there's always just that. It's where anybody can get up to dance. We're going to have some jingle dress, dancing, fancy shawl, men's traditional, women's traditional, grass dance, smoke dance, and that's the Haudenosaunee. And we're going to have blanket dance. That's to raise money for the people who are dancing here, because it's a traditional powwow. It's not competition. Il y a deux genres de powwow. Il y a des powwow compétition et des powwow traditionnels. Donc celui-là est traditionnel. Ça me permet aussi de retrouver mes amis parce que on appelle ça le powwow trails. On se revoit tout le temps. Puis pour nous, c'est une belle célébration. On mange de la bonne nourriture traditionnelle. On a des artisans traditionnels aussi, donc c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.